Ce 13 septembre 2006, il est approximativement midi. Tous les résidents d'un immeuble vaquent à leurs occupations. Certains préparent à manger, d'autres font des cartons ou encore une lessive. La vie de cette petite copropriété est la même que les millions d'autres à travers le pays. Pourtant, c'est précisément ici que débute une affaire monstrueuse où tout le monde est suspect. Mais à la fin, tout le monde est surpris de connaître le nom du coupable qui cache de sombres secrets. Valley City est une toute petite ville dans le Dakota du Nord. C'est au nord des États-Unis, tout proche de la frontière canadienne. Habituellement, ce n'est pas le coin du pays le plus animé. Il faut dire que c'est très rural comme endroit, mais au cours du mois de septembre 2006, le calme de la région va voler en éclats. Danielle Holstrom et Toni Bowman sont deux jeunes femmes dans la vingtaine. Depuis quelque temps, elles tentent en vain de joindre leur amie Mindy Morgenstern, 22 ans. Mindy ignore les appels, les SMS, ainsi que les messages vocaux que laissent ses deux amis pour prendre de ses nouvelles. Daniel et Toni décident alors de se rendre directement chez Mindy pour s'assurer que tout va bien. C'est Toni qui franchit l'entrée du bâtiment de son amie pour arriver devant sa porte, où elle toque. Il n'y a aucune réponse, alors la jeune femme essaie de tourner la poignée et, surprise, celle-ci n'est pas verrouillée. Toni se faufile alors à l'intérieur du domicile. Elle passe le petit couloir à l'entrée de l'appartement et remarque quelque chose au sol. C'est absolument horrible, il s'agit de Mindy. Avec le choc, Toni constate seulement que son amie a quelque chose autour du cou, mais surtout, il y a énormément de sang. La jeune femme sort en courant du domicile. Elle rejoint Daniel et ensemble, elles appellent les secours. L'opératrice, à l'autre bout de la ligne, transmet aux équipes sur le terrain qu'il y a sûrement une situation grave. Elle est au téléphone avec une fille qu'elle décrit comme hystérique après ce qu'elle vient de voir. Des agents sont donc rapidement envoyés à l'adresse de Mindy. Il est 20h50. Les policiers prennent connaissance des événements en discutant avec Daniel et Toni, qui sont sous le choc de la découverte qu'elles viennent de faire. Les enquêteurs grimpent au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'appartement de Mindy, et ils notent aussitôt une forte odeur de produits chimiques, comme un produit d'entretien à base d'ammoniac. Le corps est bien là où Toni indique l'avoir aperçu, au bout du couloir de l'entrée. Au premier regard, les policiers comprennent que Mindy est décédée. Il n'y a plus aucun espoir. Ce qu'a pu voir Toni au niveau de la gorge de son ami est une plaie profonde, la victime ayant été en partie égorgée. Mais surtout, il y a encore une ceinture entourant la nuque de la jeune femme. Mindy Morgenstern est formellement identifiée, une enquête pour homicide démarre donc. La police scientifique arrive à son tour sur les lieux pour récolter les indices médico-légaux nécessaires à la résolution de l'enquête. En plus de la ceinture au niveau du cou de Mindy, un couteau dont la lame est en partie cassée est retrouvé coincé dans la gorge. Les scientifiques réussissent aussi à déterminer que la ceinture a été placée sur le cou de la jeune femme avant l'égorgement. Le tueur a donc peut-être eu du mal à étrangler sa victime et, dans la panique, il aurait asséné un coup de couteau. À l'évidence, le contenu de la bouteille a été déversé sur le corps de Mindy. La police scientifique pense aussitôt que cela devait être dans le but d'éliminer les indices médico-légaux, et notamment l'ADN. C'est une première indication intéressante. Le tueur a donc essayé de couvrir ses traces. Cependant, il semble qu'il l'ait fait dans la précipitation. Il n'a pas pensé à contrôler sous les ongles de la victime. Pourtant, il y a bien de la matière que les enquêteurs peuvent utiliser. C'est sous les ongles de la main gauche que des prélèvements pourraient être faits. La jeune femme s'est débattue et a réussi à griffer son agresseur. Il y a donc une possibilité pour que de l'ADN se trouve sur cette partie du corps. Les mains de Mindy sont placées dans des sacs en vue de protéger ses preuves si fragiles. Détail intéressant, Mindy a toujours son sac à main autour du bras, signifiant qu'elle venait sûrement de rentrer chez elle au moment de l'attaque et que le tueur pourrait donc l'avoir surveillée. Le portefeuille de la jeune femme se trouve à côté de son sac, et a priori, rien n'a été dérobé à l'intérieur, ni dans l'appartement d'ailleurs. La première idée des enquêteurs est donc que Mindy était la cible première de l'agresseur. Il y a aussi un bac de linge propre à proximité du corps. La jeune femme venait donc peut-être de revenir d'une lessive au moment où l'attaque s'est produite. Les inspecteurs visualisent un peu mieux le déroulé des événements. En tout cas, ils imaginent des hypothèses avec les éléments qui se trouvent devant leurs yeux.
Et le cambriolage qui aurait pris une tournure dramatique en meurtre est quasiment exclu désormais. L'appartement est dans un trop bon état pour que ce soit le cas. Il n'y a aucune trace d'effraction, donc le tueur a été invité à entrer. Ou alors, il a suivi la jeune femme jusqu'à chez elle. Le téléphone de Mindy est aussi retrouvé sur le lieu du crime. Par curiosité, les inspecteurs contrôlent le journal des appels. Et ce qui les intéresse, c'est le premier appel manqué ce même jour, le mercredi 13 septembre 2006. Une personne a téléphoné à Mindy à 12h47 et la jeune femme n'a pas répondu. Les policiers pensent donc que l'horaire autour de ce premier appel manqué correspond à la fourchette durant laquelle le crime a été commis. Après avoir travaillé sur le lieu où l'attaque s'est produite, la police n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les agents comprennent grosso modo comment les événements ont pu se dérouler, mais aucune piste n'est réellement décelée s'agissant d'un potentiel suspect. La famille de Mindy est donc contactée par les autorités qui annoncent la tragique nouvelle à des parents adoptifs qui s'effondrent choqués d'entendre une telle chose. Mindy est née à Bogota, en Colombie, le 29 avril 1984. Elle a été adoptée par un couple, Larry et Eunice Morgenstern. La petite Mindy n'a aucun mal à s'adapter à sa nouvelle famille. Il faut dire que les Morgenstern sont à l'aise avec les adoptions. 3 de leurs 4 enfants le sont devenus par ce procédé. Mindy est la petite dernière. Elle grandit au sein d'un environnement heureux et le bonheur règne dans la famille. La jeune fille est bonne élève, elle survole le lycée avant d'atterrir à l'université où elle profite d'une vie qu'elle n'aurait peut-être pas eue en Amérique du Sud. Elle a beaucoup d'amis, elle fait la fête tout en étudiant sérieusement. La jeune femme de 22 ans avait un avenir radieux devant elle, mais aujourd'hui, la seule question à laquelle il est nécessaire de trouver une réponse est « Qui aurait pu en vouloir à Mindy ?» Une énigme plus difficile à résoudre qu'il n'y paraît tant la jeune femme était appréciée. Et surtout, les pistes manquent pour inculper une personne de meurtre. Les enquêteurs prennent le temps de discuter avec Daniel et Tony qui se sont calmés depuis l'horrible découverte. Et les policiers apprennent ainsi que les 2 jeunes femmes n'étaient pas les seules à avoir vu le corps de leur ami. En apercevant le cadavre, Tony a eu un choc et, naturellement, a poussé un cri, ce qui a alerté un voisin qui est venu voir ce qu'il se passait. Ce voisin, la police va lui parler. L'homme indique qu'il a entendu un cri de panique. Il est donc venu dans l'appartement de Mindy pour comprendre. Il a vu Tony en pleurs, puis il explique qu'il a essayé de prendre le pouls de la victime en prenant soin d'utiliser le dos de ses doigts afin de ne pas laisser d'empreinte digitale sur le corps. Cette description des événements étonne les inspecteurs de police qui entendent rarement une personne détailler qu'elle voulait éviter de placer des empreintes digitales dans ce genre de circonstances. Les gens disent juste qu'ils ont essayé de voir si la victime était encore en vie, ils ne décrivent pas le processus par lequel ils sont passés et encore moins en expliquant qu'ils ne voulaient rien contaminer. Une personne venue pour aider ne s'inquiéterait pas de ce genre de détails. L'homme est identifié comme étant Robert Linz, qui devient suspect. Non seulement il a tenu un discours qui ne semble pas habituel dans ce genre de cas, mais en plus, il habite à l'endroit où le crime s'est déroulé. Et surtout, les agents remarquent des petites griffures sur ses mains qui pourraient correspondre à la tentative de défense échouée de Mindy. Robert Linz entre dans le collimateur. Mindy Morgenstern vient d'être assassinée d'une façon absolument brutale et terrifiante. La police pensait l'enquête mal embarquée en ne trouvant pas de piste pour un suspect, mais c'est le suspect qui est venu à la police. Il s'agit de Robert Linz, le voisin de la victime. Son attitude, ainsi que l'état de ses mains, ont éveillé les soupçons des forces de l'ordre. Sans plus attendre, ce qui était un témoignage au départ, se transforme officiellement en interrogatoire parce que Robert Linz est amené au poste de police pour répondre à des questions plus précises. Les inspecteurs demandent à quel point Linz connaissait-il Mindy. Celui-ci répond qu'il sait qui elle est puisque c'est sa voisine et qu'il la croise régulièrement dans l'immeuble, mais cela ne va pas au-delà. En parallèle, les policiers vérifient le casier judiciaire de Linz afin de s'assurer qu'il est vierge et qu'il ne venait effectivement que donner un coup de main. Surprise lorsque son nom est tapé puisque l'homme est connu des services de police et il a déjà fait de la prison. Il a été interpellé pour vol de voiture avec une arme à feu non enregistrée, conduisant à une peine d'emprisonnement de 2 années et 8 mois. Les enquêteurs font donc face à un criminel condamné qui sait comment ne pas laisser ses empreintes digitales sur un corps et qui habite à l'endroit d'un lieu de crime. Les soupçons ne font que grandir à l'égard de Robert Linz.
Les inspecteurs, interrogeant le suspect, lui demandent comment les griffures sur ses mains sont apparues. Robert Linz dit qu'il s'agit de petites blessures classiques et récurrentes dans le cadre de son travail puisqu'il est employé dans une société de BTP. Les enquêteurs cessent de tourner autour du pot. Ils réclament l'emploi du temps précis de Linz le jour du meurtre de Mindy. L'homme explique qu'il s'est rendu sur son lieu de travail autour de 7h du matin et n'est pas revenu chez lui avant 17h30. Les informations sont vérifiées auprès de l'employeur directement. Le patron de Linz confirme qu'il était bien présent ce jour à l'atelier et qu'il a bien travaillé avec des matériaux pouvant occasionner des blessures aux mains. Par conséquent, avec ce témoignage, Robert Linz passe de suspect à personne hors de cause dans l'affaire de Mindy Morgenstern. Les forces de l'ordre sollicitent une dernière fois le voisin pour un prélèvement ADN, ce qu'il consent à faire. L'enquête repart à zéro. Les enquêteurs retournent donc sur le lieu du crime pour interroger les voisins afin de s'assurer que toutes les informations leur ont été transmises. Tandis que les agents font le tour de l'immeuble pour obtenir le moindre renseignement pouvant les aider, ils tombent sur une personne qu'ils connaissent, pratiquement un collègue, en la personne de Mo Gibbs. C'est un agent correctionnel qui travaille à la prison locale du comté de Barnes. Il vit dans l'immeuble avec sa femme et sa fille. Les policiers, qui connaissent bien Mo, lui demandent s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans les parages. L'homme indique qu'il connaissait Mindy parce qu'il la croisait régulièrement, mais qu'il n'a rien aperçu de bizarre autour d'elle. Mo raconte que le jour du meurtre, il est allé déjeuner avec sa femme et sa belle-fille avant de revenir à son domicile vers 12h45. À ce moment, il a noté une très forte odeur de produits chimiques un peu après 13h dans le couloir de l'immeuble pendant qu'il emballait des cartons pour le futur déménagement de sa femme et lui. Autrement, il n'a pas entendu de cris ou de lutte dans l'immeuble et ne peut donc pas aider plus que ça les policiers. Ces derniers récupèrent l'ADN de Mo Gibbs, mais aussi de tous les habitants de l'immeuble qu'ils interrogent pour les écarter du meurtre. Puis, ils travaillent sur l'horaire auquel le meurtre aurait eu lieu. Le premier appel en absence est relevé à 12h45. Mo Gibbs dit avoir senti l'odeur de désinfectant peu après 13h. C'est donc dans cette fenêtre que le meurtre a eu lieu. Mais sans piste à explorer, les voisins n'ayant pas débloqué la situation, les inspecteurs se tournent vers les proches de Mindy pour obtenir le nom de la moindre personne avec qui la jeune femme aurait pu avoir un accrochage. C'est la mère de la victime qui donne du grain à moudre aux enquêteurs avec un certain James. Il est le petit ami de Tony, l'une des amies de Mindy, et il trempe dans l'univers de la drogue et des larcins de manière générale. Tony confirme que son petit ami, James Robinson, n'est pas du bon côté de la loi, ce qui l'a fait souffrir d'ailleurs, et ce que remarque bien Mindy. L'ami de Tony lui explique donc qu'il s'agit d'une relation toxique, qu'elle doit s'en sortir et le mieux pour ça, c'est de quitter James. James Robinson est un délinquant, il traite mal Tony et sait que Mindy, sa meilleure amie, travaille dans l'ombre pour faire voler en éclats sa relation. Mindy, en voulant être bienveillante, s'est peut-être fait un ennemi mortel. En tout cas, il a le profil, il a également un mobile, et si le tueur se trouvait juste sous le nez des enquêteurs. La police de Valley City enquête toujours sur le meurtre de Mindy Morgenstern. Avec Robert Linz, les enquêteurs ont cru qu'ils tenaient leur homme, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas grave, il y a un deuxième nom sur la liste, James Robinson. Mindy, en s'immisçant dans la vie de couple de Tony et James, aurait pu s'attirer les foudres de ce jeune homme qui est également un délinquant. Le nouveau suspect est convoqué pour un interrogatoire où il lui est demandé s'il connaissait bien Mindy. Celui-ci rétorque qu'il la côtoie un peu, il la voit avec Tony de temps en temps, mais ce n'est pas une amie à lui pour autant. Le jeune homme est ensuite cuisiné sur son passé de délinquant, et principalement sur ses antécédents judiciaires liés à la possession de drogue. Il ne s'en cache pas, il a déjà été condamné pour de tels faits, mais il dit dans la foulée qu'il s'est éloigné de ce genre de vie à présent. Durant l'interrogatoire, une coupure relativement fraîche est remarquée sur l'une des mains du suspect. Alors les policiers font monter la pression pour savoir où il se trouvait lors du meurtre de Mindy. Et James a un alibi solide à fournir aux inspecteurs grâce à sa précédente condamnation, puisqu'il devait réaliser des heures de travail d'intérêt général, 4 au total ce jour. Il est ensuite allé chez un ami avant de rentrer chez lui. Ces éléments sont vérifiables et vérifiés, ce n'est pas lui le tueur. La procédure ne change pas cependant, son ADN est récolté avant qu'il soit libéré de cet interrogatoire. C'est à nouveau le brouillard le plus complet pour les autorités.
Heureusement, l'investigation n'est pas tout à fait au point mort, puisque les résultats de l'autopsie menée par le médecin légiste du comté arrivent sur les bureaux du poste de police. La cause de la mort est indiquée comme étant une asphyxie suite à l'égorgement partiel qu'a subi Mindy. Ce qui étonne les enquêteurs, en revanche, c'est que le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Le mobile de ce crime n'est donc pas crapuleux, et cela ouvre de nouvelles hypothèses. Jalousie, vengeance, dette, la liste est longue. À côté de ses études, Mindy travaillait dans un restaurant en tant que serveuse. Les agents se rendent donc sur place pour discuter avec les collègues de cette dernière. Ceci indique qu'un certain Ralph Walters mettait souvent la jeune femme mal à l'aise durant ses services. L'homme vit dans un camping-car de l'autre côté de la rue et les inspecteurs décident de parler avec lui pour comprendre s'il pourrait être impliqué dans le meurtre de la jeune femme. C'est un personnage un peu étrange. Il ne répond pas vraiment aux questions des policiers. Quand ceux-ci lui demandent son emploi du temps pour la journée de mercredi, il répond simplement que ce jour, il a fait sa vidange. Lui aussi a des marques sur ses mains. Mais malgré les témoignages des collègues le peignant comme un harceleur, son absence d'alibi pour le jour du meurtre et les blessures aux mains, les enquêteurs, suite à cet interrogatoire, émettent de gros doutes quant à ce que cet homme soit un meurtrier de sang-froid. Ils prennent son ADN comme ils le font depuis le départ, mais il n'a pas le profil a priori. Cela fait 2 jours que Mindy a été assassinée. Il y a eu plusieurs suspects, mais l'enquête n'a pas réellement avancé finalement. C'est alors qu'un message vocal étrange est découvert dans le téléphone de la victime. Ce message est laissé après le meurtre de Mindy. No my number, sweetie. I miss you. I love you. You're my inspiration. Please help me. Please help me, Mindy. I can't continue without you. Please help me. Some way. Help me. Un homme en pleurs supplie Mindy de ne pas le laisser tomber, juste après la tuerie. C'est étrange et les policiers remontent jusqu'à cet inconnu grâce à son numéro de téléphone. Il s'appelle Rodney Kuznia. Les enquêteurs découvrent également qu'il ne s'est pas contenté de laisser un message étrange de la sorte, mais plusieurs. Qui est cet homme ? Pourquoi a-t-il laissé autant de messages à Mindy après son meurtre ? Il faut savoir et les policiers font leur maximum pour localiser cette personne. C'est grâce aux amis de Mindy qu'ils comprennent qui est Rodney Kuznia. Il y a 1 an de cela, la jeune femme sortait avec un garçon nommé Kyle, avec qui la relation était sérieuse mais avait finalement pris fin. Rodney Kuznia est le père de Kyle Kuznia, l'ex-petit ami de Mindy. Les enquêteurs sont perdus, c'est bizarre. Pourquoi le père d'un ex-petit ami appellerait Mindy pour la supplier plus d'1 an après la séparation de son fils avec elle ? Le père de Kyle semble parler dans ses messages comme s'il était amoureux de cette jeune femme. Mindy, this is Rod. I know what happened to you. Please don't hear your voice. Can't take it. I love you, kid. God picked a beautiful flower. I'm sorry it didn't happen that way. It happened to you. Les enquêteurs doivent comprendre. Pour ça, ils décident d'interroger en premier le fils de Rodney Kuznia, Kyle. Les agents pensent que le père de Kyle espérait que son fils se marierait avec Mindy et que leur rupture a été mal vécue par celui-ci. Pourtant, en interrogeant Kyle, ils comprennent que c'est lui qui était à l'origine de la rupture 1 an auparavant et que désormais, il avait l'intention d'épouser une autre femme. De ce fait, il n'avait plus conservé de contact avec son ancienne petite amie, notamment parce qu'elle éprouvait encore des sentiments pour lui. En parallèle de l'entretien, les policiers vérifient l'alibi de Kyle, qui explique avoir travaillé en dehors de la ville le jour du meurtre, ce qui s'avère être exact. Ils récoltent donc le maximum d'informations sur son père. D'après Kyle, Mindy et lui sont restés en contact après la rupture. En fait, la rupture est en quelque sorte de la faute de Rodney, le père, qui parlait constamment à Mindy malgré les réserves de son fils, qui avait même fini par lui demander d'arrêter, sauf que la conversation n'a jamais cessé, conduisant à la fin de la relation avec la jeune femme. En étudiant les relevés téléphoniques, les inspecteurs ont remarqué que les appels de Rodney étaient très fréquents, jusqu'à plusieurs fois par jour, et d'après les amis de Mindy, la jeune femme n'en pouvait plus. A-t-elle vexé Rodney au point qu'il se mette en colère et passe à l'acte ? Quoi qu'il en soit, il y a un aspect malsain dans ces échanges continuels et Rodney Kuznia est amené en garde à vue pour répondre de tous ces événements.
Rapidement, durant l'entretien, Rodney admet que Mindy lui rappelait sa femme lorsqu'elle était jeune. Alors, même s'il décrit sa relation avec elle comme amicale, il semble que cela aille plus loin pour l'homme. Les policiers essayent de comprendre les messages vocaux, et le suspect leur explique que c'était une erreur et totalement déplacée. Mais il était triste d'avoir appris sa disparition. Pire, l'homme dresse un alibi face aux enquêteurs. Il dit qu'il travaillait à sa ferme de 7h à tard dans la soirée avec ses 2 fils, ce qui est confirmé par ces derniers. Les enquêteurs ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un motif d'inculpation. Alors ils prélèvent l'ADN de Rodney avant de le laisser partir, mais ils sont persuadés que l'homme est amoureux secrètement de Mindy et face au rejet constant de la jeune femme, aurait pu passer à l'acte. Ses 2 fils pourraient le couvrir pour le moment du meurtre. En tout cas, Rodney Kuznia est encore dans le collimateur. Mais il faut être réaliste, toutes les pistes se sont éteintes. 6 jours après le meurtre de Mindy, ses funérailles sont organisées. Le crime ayant choqué toute la ville, du monde est attendu. Et les policiers préviennent la famille que des agents sous couverture seront présents, parce qu'il se peut que le tueur se présente afin de profiter de son œuvre. Malheureusement, rien ne débouche suite à la cérémonie, et malgré les efforts colossaux des forces de l'ordre, le dossier prend la direction des affaires non résolues. Le lendemain, les résultats des tests ADN collectés par les policiers leur reviennent. Sauf qu'ils sont sceptiques sur une éventuelle correspondance. Tous les suspects ont un alibi solide. C'est quand on s'y attend le moins que les bonnes nouvelles arrivent. La comparaison avec l'ADN prélevé sous les ongles de la victime correspond avec l'ADN prélevé sur l'une des personnes contactées par les enquêteurs. Cela fait une semaine que Mindy Morgenstern a été assassinée. Les policiers qui ne s'attendaient pas à trouver le coupable du meurtre tiennent les résultats des comparaisons ADN avec le nom de celui qui a commis le crime, et il est juste sous leurs yeux. Ce n'est aucun des suspects qui est venu s'asseoir dans la salle d'interrogatoire des enquêteurs. Le tueur, c'est Mo Gibbs, le gardien de prison qui était sous tout soupçon depuis le début et quasiment considéré comme un collègue de la part des policiers. La surprise ne fait que commencer, parce que les inspecteurs prennent la décision d'étudier le passé de cet homme qu'ils ne connaissent pas si bien en fin de compte. À l'origine, Mo Gibbs ne s'appelle pas Mo Gibbs, il a changé de nom et, pour cause, par le passé il s'est retrouvé impliqué dans une fusillade pour laquelle il a écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 années. Ce n'est pas tout, la prise de son ADN a aussi permis de l'identifier pour le viol d'une jeune femme 2 ans auparavant dans la ville de Fargo. Mo Gibbs n'est donc pas un gardien de prison au casier judiciaire vierge, mais un violent criminel et délinquant sexuel capable de commettre des actes de violence, y compris tuer si nécessaire. Manifestement, l'homme est dangereux, alors une stratégie est mise en place pour l'attirer en douceur dans les filets de la police. Les enquêteurs jouent avec sa proximité avec les forces de l'ordre, en lui demandant de venir pour simplement l'innocenter, en présentant ceci comme une procédure standard. Et cela marche, le suspect se présente de lui-même au poste de police, sans se douter que le piège s'apprête à se refermer sur lui. L'objectif est de lui faire répéter sa version des faits pour ensuite le placer en état de stress lors d'un test polygraphe, afin de vérifier la véracité de ses propos, et peut-être réussir à lui arracher des aveux si des incohérences survenaient dans son discours. Gibbs raconte alors à nouveau qu'il vit dans le même immeuble que Mindy, qu'il l'a croisée de temps à autre, mais leur relation s'arrête à ce niveau. Le jour du meurtre, il a travaillé à la prison la veille jusqu'à 7h du matin, puis il a déjeuné avec sa femme et sa belle-fille avant de rentrer faire des cartons pour le déménagement. C'est sa version. Mais cette fois, il va devoir répondre à des questions sous la surveillance du détecteur de mensonges. Il lui est demandé s'il a observé quelque chose d'inhabituel dans l'immeuble le jour du meurtre de Mindy. Il dit que non et qu'il n'a rien remarqué. C'était un jour normal pour lui. Ensuite, une question lui est posée à propos des plaies sur ses mains. Il affirme que c'est en déplaçant les cartons que c'est arrivé. Puis, la question déstabilisante arrive sur la table. A-t-il déjà mis les pieds dans la chambre de l'appartement de Mindy ? Avec le détecteur de mensonges en marche, il semble que Gibbs se sente obligé de dire la vérité. Et il reconnaît qu'il est déjà entré chez elle pour l'aider à porter le linge 1 semaine ou 2 avant sa mort. C'est différent de ce qu'il a annoncé jusque-là. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le départ ? Les enquêteurs pensent qu'il est en train de se construire une excuse pour justifier son ADN chez la victime, parce que l'homme a bien compris qu'à présent,
il est sur les radars des forces de l'ordre. Les résultats du détecteur de mensonges démontrent qu'il y a des explications de Gibbs qui ne sont pas fiables. C'est le moment de jeter le pavé dans la mare, en annonçant au suspect que son ADN a été découvert sur le lieu du crime. Il rétorque qu'il ne croit pas ce que disent les policiers, et qu'il n'a pas été chez Mindy le jour du meurtre, et surtout, il n'est pas le meurtrier. Les inspecteurs comprennent alors qu'il n'est pas prêt d'avouer. Déjà, parce qu'il sait que lorsque le détecteur de mensonges est de sortie, c'est pour tenter de faire craquer une personne. Et ensuite, c'est un homme ayant déjà fait de la prison. Il n'y retournera pas aussi facilement. Il lui a aussi annoncé une autre mauvaise nouvelle. Son ADN correspond dans une autre affaire, celle de la femme agressée à Fargo il y a 2 ans. Là encore, il réfute l'accusation en disant que c'est une erreur, mais 2 fois le même ADN, dans 2 affaires différentes, cela pèse lourd dans la balance. Mo Gibbs est placé en état d'arrestation et inculpé pour le meurtre de Mindy Morgenstern suite à son interrogatoire. L'arrestation du gardien de prison fait du bruit, y compris dans l'établissement pénitentiaire où il travaille. Des femmes détenues font remonter que, durant des semaines, voire des mois, elles ont subi des agressions sexuelles de ce prédateur sans que personne ne les croie, du fait de la différence de statut entre elle et lui. Ce sont presque une dizaine de témoignages qui sont collectés à son sujet, mais pour le moment, c'est le meurtre de Mindy qui doit faire l'objet d'un procès, et les surprises ne sont toujours pas terminées. Mo Gibbs fait face à une accusation pour meurtre avec préméditation, mais les policiers qui pensaient avoir ficelé leur dossier de façon solide font face à un avocat de la défense redoutable qui sème le doute concernant la preuve reine dans cette affaire, l'ADN. Selon lui, il n'est pas impossible que l'ADN présent sous les ongles de Mindy s'y soit glissé après l'utilisation des poignées du panier à linge que Gibbs a porté lorsqu'il a aidé la victime à ramener ses affaires chez elle, comme il l'avait indiqué aux policiers quelques mois auparavant. En tout cas, cette possibilité existe, et comme elle est plausible, on ne peut pas envoyer une personne en prison pour meurtre sans en avoir l'intime conviction. C'est ce que l'avocat de la défense met en avant au moment où le jury doit délibérer. Le 12 juillet 2007, le jury revient avec son verdict. Il n'a pas pu trancher entre coupable et non coupable. Par conséquent, dans le doute, Mo Gibbs sera bientôt remis en liberté. Cet homme est-il réellement le tueur de Mindy finalement ? C'est une décision lourde de conséquences qui vient d'être prise. Parce que si le jury s'est trompé, un tueur particulièrement violent vient d'être potentiellement relâché. Mais ce n'est pas totalement terminé pour Mo Gibbs, parce que le jury n'a pas rendu de délibéré, ce qui conduit à un second procès avec une nouvelle formation. La police, quant à elle, est convaincue que l'ADN ne peut pas se glisser sous les ongles en touchant simplement les poignées du panier à linge. Seulement, comme elle n'avait pas anticipé cette défense de l'avocat adverse, aucune expertise n'avait été prévue pour contrer ces dires. Alors, pour le second procès, une expertise mandatée par l'accusation est effectuée pour s'assurer que ce qui a été présenté lors du premier procès est possible. L'expert, cependant, ne conteste pas la possibilité qu'un tel événement se produise. En revanche, c'est la quantité d'ADN découvert sous les ongles de Mindy qui ne correspond pas à ce qu'elle aurait dû avoir au maximum en touchant les poignées de son panier à linge. C'est impossible. Par contre, en se défendant lors d'une agression, c'est tout à fait plausible, et même attendu qu'une telle quantité se trouve sous les ongles. Pour appuyer le dossier de l'accusation que, manifestement, le premier jury a trouvé léger, la police apporte un autre élément. Gibbs est accro à son téléphone. Il ne se passe pas quelques minutes sans qu'il soit actif sur son appareil, hormis les temps où il dort. Le jour du meurtre, il a quitté son travail à 7h du matin pour se rendre chez lui. Ensuite, au déjeuner, il a rejoint sa femme, puis est rentré à 12h30. Or, 2 heures durant, il n'a pas utilisé son téléphone portable, incluant la plage horaire du meurtre de Mindy. Autrement dit, selon l'accusation, Mo Gibbs n'était pas sur son téléphone pendant 2 heures parce qu'il venait d'assassiner la jeune femme et qu'il était en train de nettoyer les preuves. Pour l'accusation, les faits se sont déroulés de la façon suivante. Mindy ramenait du linge à son appartement et Gibbs se tenait dans le couloir devant l'appartement de Mindy. Il est entré de force dans le logement pour l'agresser sexuellement. Sauf que Mindy a été vaillante et s'est débattue de toutes ses forces, empêchant l'homme d'atteindre son objectif. Ne pouvant la laisser vivante, autrement il finirait en prison, Gibbs a tenté de l'étrangler avec une ceinture, mais n'a pas réussi. Mindy devait continuer de se débattre avec ses dernières forces. Alors, il a saisi un couteau pour la poignarder à la gorge. Il a ensuite cherché du désinfectant afin d'effacer au maximum ses traces
puis a fui les lieux avant de reprendre sa routine quotidienne et de se connecter à nouveau à son téléphone portable. Le 16 novembre 2007, c'est le moment de vérité. Le jury se retire à nouveau et c'est mauvais signe, parce que la délibération dure très longtemps, comme lors du premier procès. Ce n'est qu'au bout de 27 heures que les membres du jury reviennent dans la salle d'audience pour rendre leur verdict. La famille de Mindy craint que Mo Gibbs soit reconnu non coupable du meurtre de leur fille. Pourtant, la justice américaine considère le contraire. Mo Gibbs est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Mindy Morgenstern. Dans la foulée, le juge condamne Mo Gibbs à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'affaire du viol sur la femme vivant à Fargo, il est condamné à 12 ans d'emprisonnement supplémentaire et 15 ans pour les différentes agressions sexuelles commises sur les prisonnières de l'établissement pénitentiaire où il travaillait avant d'être incarcéré. Mo Gibbs était un prédateur qui passait sous tous les radars grâce à son changement d'identité et son statut de gardien de prison. Pourtant, il était un vrai monstre et il y a de fortes chances pour que d'autres crimes commis par lui soient encore non résolus. Voici une affaire qui aurait pu échapper à la police, sans l'ADN en tout cas. Si vous êtes arrivé jusque-là, inscrivez le mot prison en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et liker. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.